Donc je vais vous parler aujourd'hui effectivement de virus et de bactéries. Et donc en fait je vais vous parler de synthèse à des températures qui sont complètement à l'opposé du spectre que Jean-Marie vient de vous exposer en fait, puisque là on va faire des choses à très très basse température, température ambiante en tout cas. Et en fait la raison pour laquelle les virus et les bactéries justifient en quelque sorte un exposé sur la synthèse, c'est parce que depuis une dizaine, une quinzaine d'années, on observe une forte pénétration de ces outils biologiques pour aider à la synthèse de matériaux et pour aider également à la conception de systèmes de stockage ou de stockage-conversion de l'énergie. Donc c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, de vous exposer ou exemplifier un petit peu aujourd'hui. Alors si on essaye de faire une liste ou en fait un panorama des besoins actuels dans le cadre de l'énergie, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs aspects. Premièrement, synthèse à basse température commence à être des choses qui nécessitent beaucoup d'études. Ça devient nécessaire, ça devient une urgence, puisque par exemple, si on prend l'exemple d'une batterie lithium-ion, on peut assez facilement calculer que fabriquer une batterie qui va stocker 1 kWh d'énergie va nécessiter 300 voire 400 kWh d'énergie dispensée, entre autres pour synthétiser les matériaux et pour rassembler les électrodes. Donc en fait, ça veut dire qu'on consomme énormément d'énergie pour fabriquer le système qui va finalement en stocker un peu. Donc les synthèses à basse température se justifient également ici. Dans les systèmes de stockage d'énergie ou de conversion d'énergie, on utilise encore beaucoup d'éléments rares, voire toxiques. Et en fait, ça appelle à évoluer vers des éléments, je dirais, un peu plus biogènes ou un peu plus spontanément recyclés par la vie elle-même. Donc par exemple, éviter d'utiliser le cobalt, le nickel, le cuivre et venir plutôt vers le manganèse et le fer, qui sont des éléments plus présents dans la biosphère et dans le métabolisme vivant. Et puis il y a un autre aspect qui n'est lié ni à la synthèse ici, ni à la composition du matériau, mais plutôt au contrôle de la taille, de la texture et de l'organisation des fonctions ou des différents matériaux dans un système de stockage ou de conversion d'énergie. Alors, contrôle de la taille, c'est par exemple micro-batterie. Contrôle de la texture et de la taille, ce sont les mini-systèmes ou les micro-systèmes de capture d'énergie ultime, comme les nano, les micro-piézoélectriques, ou pyroélectriques, ou thermoélectriques. Dans la capture d'énergie solaire, par exemple, également, on a remarqué qu'il était très important de contrôler la distance, la séquence et les fonctions. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas trop que les différentes fonctions impliquées dans le système de stockage ou de conversion d'énergie soient trop proches pour éviter des recombinaisons trop fréquentes. Et puis pour les batteries, si on revient sur ce point-là, on a besoin d'organiser une électrode de manière à optimiser la conduction électrique et ionique. Les deux doivent être de pair. Donc voilà, ça c'est enfin la justification de synthèse à basse température, d'éléments plus biogènes et d'outils nécessaires pour texturer, organiser les matériaux, indépendamment de la méthode de synthèse par elle-même. Alors, en quoi est-ce que les virus et les bactéries, ça peut aider? Alors, si on parle de matériaux et du vivant, on pense bien sûr à biomatériaux. Donc, je commencerai mon exposé en faisant un bref rappel de quelques biomatériaux et qu'est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'on les trouve et où est-ce qu'on les trouve. Et puis ça va justifier en fait qu'on a besoin de passer des organismes plus simples, tels que les bactéries et les virus, sachant que les deux vont avoir deux optiques complètement différentes. Les bactéries sont des organismes qui ont leur propre métabolisme, leur propre activité enzymatique, et donc ils vont être des outils ou des aides pour la synthèse des matériaux. Les virus n'ont aucun métabolisme indépendant. Un virus ne fait que se reproduire pour dupliquer son ADN ou son ARN, et donc on ne pourra pas servir d'un virus d'un point de vue synthétique. Un virus ne pourra pas nous aider à préparer un matériau, mais ça pourra aider à texturer ou organiser le matériau, de manière à faire en sorte que les fonctions soient plus séparées ou que finalement l'organisation du collecteur de courant puisse être adaptée à une batterie de forte puissance, par exemple. Donc j'illustrerai la partie bactéries à partir de ces exemples-là, de ces thématiques ici, et puis j'illustrerai également ici la partie virus avec quelques exemples issus de différentes thématiques. Et j'insiste aussi sur le fait que j'ai dû faire des choix pour faire l'exposé, donc je vais présenter des choses très différentes, mais forcément pas quelque chose d'exhaustif, c'est-à-dire que j'ai forcément oublié des choses, et donc en fait là c'est simplement une démonstration de ce qui est possible de faire dans certains cas avec ces organismes virus et bactéries. Alors les biomatériaux, comment ça se définit? Eh bien, ce sont des matériaux qui sont préparés par l'intermédiaire de processus vivants.
Donc ce sont des organismes vivants qui minéralisent par des procédés métaboliques des matériaux minéraux. Ce sont des synthèses qui sont faites à basse température, à température ambiante ou quelques dizaines de degrés. Et dans certains cas, on arrive à observer un contrôle possible de la taille, morphologie, cristallographie et texture du matériau. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas forcément les quatre en même temps. Parfois, c'est aucun des quatre. Mais en fait, on peut, dans certains cas, sélectionner des souches bactériennes ou virales qui permettent de faire ça. On connaît environ 60 structures minérales cristallines différentes préparées par des organismes vivants. Il est important de noter qu'aucune de ces structures cristallines est inatteignable par des méthodes abiotiques, inorganiques ou organiques. Donc en fait, les structures minérales qui sont répertoriées en fait, sont toutes connues du chimiste synthétique. La composition de ces matériaux est en fait une composition globale. Enfin, on peut retrouver ces éléments-là dans les biomatériaux. Ce sont les éléments biomasse classiques. 60% sont des hydrates, 50% contiennent du calcium, 40% contiennent du fer. Donc on voit finalement que ça reflète la composition du milieu vivant. 25% sont des amorphes. Ce qui est important de voir surtout, j'aurais dû le faire à l'envers, c'est que 75% sont cristallisés en fait. Et ces biomatériaux sont majoritairement des composites entre ce minéral et une matrice organique. On peut citer l'os, la nacre ou les exosquelettes ou endosquelettes. Et ces biomatériaux, là ici, ce que j'ai représenté ici, c'est une vue finalement de l'arbre du vivant. Et en fait, on peut retrouver des biomatériaux, des organismes qui préparent ces biomatériaux à différentes échelles, à différents niveaux de cet arbre du vivant. On peut les retrouver de manière assez systématique à différents endroits. Alors, si on se focalise temporairement sur cette grande partie qui correspond aux organismes eucaryotes, donc avec des cellules qui présentent un noyau, en fait, on en connaît beaucoup. Donc là, j'ai représenté quelques exemples de biomatériaux macroscopiques connus, tout le monde connaît ça. Donc le bec d'oiseau, les cornes, les dents, l'endosquelette, les exosquelettes ou la coquille des mollusques bivalves. Et en fait, chacun de ces biomatériaux en fait, est un composite entre un minéral cristallisé et une matière polymérique organique. Et c'est en fait l'état ou le niveau de mélange, le niveau de texturation qui va donner la fonction. Et comme on a parfois des organisations multi-échelles entre cette partie minérale et organique, on arrive à faire exprimer plusieurs fonctions en même temps à un seul matériau. Alors il n'y a pas que les organismes macroscopiques de ce type-là qui peuvent fabriquer des choses macroscopiques. On peut descendre maintenant dans la taille des objets précipités par des êtres vivants. Ça, ce sont des holothuries, donc c'est des concombres de mer. Et en fait, dans leur tégument, ces organismes macroscopiques sont capables de précipiter des objets, dont j'ai représenté ici quelques exemples, qui sont de l'ordre de quelques dizaines de microns, qui sont du calcaire en fait. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est des formes et des textures extrêmement variées pour ces objets-là. Alors, d'un point de vue un peu plus primitif, les éponges. Donc, on voit les éponges en fait, qui sont capables de précipiter dans leur organisme des objets qu'on appelle des spicules, qui sont soit calcaires, soit siliceuses, et qui sont caractérisés ici par une très très grande variété dans la symétrie. D'ailleurs, ce qui est intéressant, donc ça c'est des objets de quelques centaines de microns, voire millimètres, jusqu'au millimètre. Et en fait, c'est la composition, la géométrie et la symétrie de la partie inorganique de l'organisme qui permet de les classer. Bon, ça c'est intéressant, mais ça reste des objets relativement gros. Et puis, on peut regarder aussi ce que peut faire une éponge. Là, je n'ai pas vraiment de commentaires à faire sur ça, mais c'est juste que je trouvais ça très joli. Donc, je l'ai laissé. C'est en fait quelques exemples d'éponges qui sont capables d'organiser ces spicules géométriques pour en faire des réseaux extrêmement grands, de plusieurs dizaines de centimètres. Mais en fait, ça, ce n'est pas vraiment ce que l'on cherche chez nous. Ce que l'on cherche, c'est plutôt aller vers les tailles plus petites que ça. Alors, si on descend en taille, eh bien, en fait, le plancton, donc le phytoplancton, on trouve des objets, effectivement, à base de calcaire ou de silice, donc les diatomées qui sont ici, les coccolithes qui sont ici, qui présentent toute une série de géométries différentes, qui sont des symétries très différentes, mais qui sont toujours de l'ordre de quelques dizaines de microns. Et puis on peut aller encore plus loin ici dans le plancton zoologique, en fait le plancton animal, avec les foraminifères et les radiolaires,
Donc on voit plein d'exemples de très belles géométries, de très belles textures, etc. Mais ça reste de taille relativement élevée par rapport à l'objectif que l'on recherche. Et puis également, l'autre point très négatif, je dirais, c'est qu'on peut difficilement contrôler. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas modifier ces organismes vivants qui sont relativement développés finalement. Donc beaucoup de morphologies différentes, mais peu de contrôle possible, d'où la justification de descendre, encore une fois, dans le niveau d'organisation et de s'adresser plutôt à des bactéries qui sont beaucoup plus simples ou des virus. Alors ces virus, voilà quelques exemples de virus. Alors ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'il y a une très grande variété dans la forme. Une très grande variété dans la taille, une très grande variété aussi dans la façon de s'associer. On a ici une pseudo-cristallisation de virus de la poliomyélite, et puis ici le virus de la mosaïque du tabac, dont je reviens parler un petit peu plus tard, qui peut s'associer pour former des faisceaux extrêmement bien réguliers. Et puis donc la taille, ça ce sont des virus extrêmement petits, et le virus qui est ici, c'est un des plus gros qu'on connaisse, si j'ai bien compris, qui doit faire à peu près 400 nanomètres. Donc je crois que le plus gros des virus doit être aussi grand que la plus petite des bactéries. Les virus, c'est quand même quelque chose qui est très très petit. Ça, c'est une classification qui est issue du travail initiatif de Wolf sur la classification des virions. Et première chose aussi qu'on peut voir sur cette classification, c'est qu'un virus peut porter soit une ARN, soit une ADN, c'est-à-dire que son patrimoine génétique peut être porté soit par des oxyribonucléiques ou ribonucléiques. La variété des tailles et de morphologie est indiquée également ici. Et puis, un truc important là, vous regardez, c'est que le génome des virus est extrêmement petit. Alors, en fait, ça, c'est exprimé en kilobases, et une base, je reviendrai un petit peu plus tard, et en fait, le patrimoine génétique d'un virus est relativement limité. Alors, on parlait de M. Wolf. Il a également explicité dans les années 50 ce qu'était un virus. Et vous voyez ici un virus qui est en train d'infecter une bactérie. Donc, vous voyez l'échelle de taille, en fait. Et puis, dans la bactérie ici, vous voyez des virus qui sont en train de se constituer, puisqu'un virus ne peut se reproduire qu'en utilisant le patrimoine d'un hôte, qui est, en l'occurrence, une bactérie. Donc, un virus est très petit, c'est finalement très simple de constitution, ce qui justifie aussi que ça résiste à des larges gammes de température, de pH et de réactifs, beaucoup plus larges qu'une bactérie, par exemple. Et un virus, qu'est-ce que c'est finalement? Donc ça, c'est le Wolf qui a également proposé ce schéma. Un virus est en fait un patrimoine génétique ici sous forme d'ADN ou d'ARN. Et ce patrimoine génétique ne sert qu'à une chose, c'est à coder ce qui se situe à l'extérieur et qui le protège de son environnement. Et cette coquille, cette capside, est constituée de protéines. Donc c'est un ADN qui est très simple, qui ne sert qu'à coder ce qui est autour ici, la capsule, la capside, très simple, accessible, donc très probablement facile à modifier, mais également très sensible aux mutations, ou très apte à subir des mutations. Alors ça commence à être intéressant d'un point de vue chimique, parce que qui contrôle la chimie de la surface ici, contrôle la chimie de la surface d'un objet très petit, qui peut avoir des interactions très spécifiques avec son environnement, avec des particules, avec des ions, avec des structures cristallines particulières, avec des phases particulières cristallines. Donc il est très important de savoir de quoi est constituée cette capsule. Et cette capsule est constituée donc de protéines. Et ces protéines sont constituées d'acides aminés. Une protéine est un polymère d'acides aminés. Et ces acides aminés, il y en a à peu près 20. Enfin, acides aminés naturels, il y en a 20. Donc vous avez les noms ici, et puis en fait 2 des classifications. Acides aminés, c'est donc un schéma classique avec cette partie-là qui est commune à tous les acides aminés. En fait, ils se différencient par leur chaîne latérale. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette chaîne latérale qui est entourée ici par représentée par un petit carré rose, peut exprimer des fonctions chimiques très différentes. Ça peut être des fonctions aromatiques, ça peut être des fonctions polaires mais non ionisées, des fonctions chargées positivement, négativement, donc tout un panel de fonctions disponibles que la surface du virus peut exprimer vis-à-vis de son milieu extérieur. Donc des interactions très variables avec son milieu extérieur. Okay. Alors ça, c'est une chose, mais ce qui est important également, c'est de contrôler où se situe la fonction sur le virus et quelle est sa séquence. Est-ce qu'on peut séquencer, est-ce qu'on peut regrouper donc la localisation et l'ordre séquence de ces fonctions à la surface du virus. Donc pour contrôler ça, il faut contrôler la génétique du virus. Donc là, je vais faire un rappel très bref sur le rapport qui existe entre l'ADN et la protéine.
Donc l'ADN, c'est en fait le ruban vert qui est ici, la double hélice. Cet ADN porte une série de bases azotées. Il y en a 4 différentes possibles. Donc on repère par la lettre AGCT, donc adénine, guanine, cytosine, thymine. Et ce filament d'ADN en fait, va être copié autant de fois qu'il est nécessaire ici. Donc en fait, vous avez une autre molécule qui sert de moule et qui va être éjectée de l'ADN. Ça s'appelle l'ARN messager. Et cet ARN messager, un peu plus loin, va être décodé de la manière suivante, c'est-à-dire que chaque triplet de base azotée va correspondre à un acide aminé. C'est le code génétique. Donc en fait, ce bras d'ARN messager va être lu de manière régulière dans un seul sens, et chaque triplet va correspondre à un acide aminé. Donc la séquence de triplets va correspondre à la séquence d'acides aminés dans la protéine qui est issue de cette transcription. Donc une séquence de base donne une séquence d'ADN, d'acide aminé, pardon. Et le code est là. Donc en fait, si vous prenez la première lettre ici, la deuxième lettre ici, la troisième lettre ici, vous êtes capable de savoir, vous êtes en train de coder quel acide aminé. Et pourquoi 3 bases? Tout simplement parce que 4 bases puissance 3, ça fait un nombre supérieur à 20. Et puisqu'il faut qu'on puisse être capable de coder 20 acides aminés différents, il faut au moins avoir 3 bases qui peuvent être choisies parmi 4 chimies différentes. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire si on veut contrôler la chimie du virus. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est être capable aussi de savoir détecter quelle fonction chimique correspond à telle propriété à la surface. Donc là, il faut faire quelque chose de combinatoire également. Donc on possède commercialement des bibliothèques de virus qui sont des populations génétiquement variées avec des mutants, tous différents ou presque. Et cette population de virus est mise en contact avec un substrat. Alors c'est soit une surface, soit un ion, soit des particules, enfin, etc. Quelque chose qui doit être en interaction avec le virus. Et puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on conserve la partie virale qui est une affinité pour la surface, le substrat, on élimine ce qui ne l'est pas. Et puis après, ces virus qui ont une affinité pour la surface rechargée, on les multiplie, puis on recommence le cycle pour purifier. Et puis finalement, on arrive à décoder. Donc ce qu'on va décoder, c'est finalement quelle est la séquence d'acides aminés nécessaire pour avoir cette affinité ici entre un virus et une surface. Alors par exemple, ça a été mis en évidence pendant les quelques années précédentes. Cette séquence d'acides aminés a une affinité particulière pour le cobalt et l'ion Fe3+ en solution. Cette séquence-là a une affinité très particulière pour l'oxyde d'iridium, celle-ci pour l'or, et ces deux-là pour le carbone ou nanotubes de carbone. Donc on sait quelle séquence d'acides aminés doit être injectée dans la capsule du virus pour que ce virus ait une affinité particulière pour telle ou telle substance ou tel ion. Donc maintenant, quel virus? En fait, dans la littérature, il y en a 2 principalement. Le mosaïque du tabac, donc en fait, j'en ai déjà parlé, ça, on a déjà vu une photo, ce sont des bâtonnets qui contient de l'ARN. Et il a une particularité, c'est que sa capsule est constituée de 2000 copies d'exactement la même protéine. Donc si on change un point de l'ADN, toute la surface change en même temps. Donc c'est facile. Mais parfois, on a besoin d'autre chose. En fait, le bactériophage M13 permet de faire autre chose. C'est un virus filamenteux. Et en fait, il a une particularité, c'est que la majorité de sa surface est recouverte d'un type de protéines qu'on appelle les P8. Et puis les extrémités du virus sont constituées d'autres protéines qu'on appelle les P3, les P9 et les P7. Donc si on veut changer la chimie de la surface du virus, on aura plutôt tendance à vouloir modifier la P8, donc une partie de l'ADN. Par contre, si on veut que le virus s'attache sur une surface par la pointe, on aura plutôt tendance à essayer de changer cette protéine-là plutôt, la protéine P3 ici. Donc là, on a plus de choix. On peut plus facilement savoir et donner des multifonctions à un virus. Donc un exemple historique dans la littérature, c'est en fait insérer 4 acides glutamiques, donc insérer 4 acides aminés E dans la capsule du virus. Alors pourquoi ça a été utilisé historiquement, ça? Pour faire des synthèses d'oxyde de cobalt et de phosphate de fer. Comme ça, on va rendre la surface apte à absorber beaucoup de cations cobalt de plus ou fer 3+. Donc il faut insérer cette séquence de 4 acides aminés dans la capsule. Donc on regarde la table et puis on voit qu'il faut insérer des bases azotées GAA ou GAG. Donc en fait, on va par exemple essayer d'insérer cette séquence dans l'ADN. Ça, c'est l'acide aminé. La surface, ça, c'est l'ADN du virus.
Alors, comment on fait ça? Alors, le schéma est beaucoup, beaucoup plus simple que ce qu'est la réalité expérimentale. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà un morceau de l'ADN du virus et on coupe cet ADN dans des endroits bien, bien spécifiques grâce à des enzymes de restriction. Ça s'appelle comme ça. On extrait le morceau d'ADN que l'on veut modifier. Et dans cet extrait d'ADN, on va insérer ces bases ici, qui sont ici, et le complément ici, pour faire exprimer 4 acides aminés E sur la capsule externe du virus. Et puis cette partie qui a été modifiée, on la réinsère dans l'ADN complet qui a été ici coupé. Et ça, c'est réinséré dans le virus. Alors ça a été fait sur des virus M13. Et ça, c'est là où commence l'interaction entre cette partie et la partie électrochimique et matériaux. Alors là, j'ai schématisé un virus M13 dont la capside a été modifiée de manière à exprimer donc 2000 fois ça, ce qui provoque une certaine affinité particulière pour l'ion cobalt 2+. Donc ce virus est mis en suspension, en présence de cobalt 2+. Et puis les ions cobalt 2+ vont s'absorber à la surface. On va réduire ce cobalt 2+ en cobalt 0, puis le réoxyder en CO3O4, et à la fin, on obtient un virus recouvert de particules de CO3O4 nanométriques. C'est la photo que vous avez ici. Donc chaque particule, c'est quelques nanomètres. Il n'y a pas d'oxyde de cobalt à l'extérieur du virus. Tout est absorbé sur le virus. Et ça c'est une importance électrochimique non négligeable si on met en œuvre cette réaction, qui est une réaction de conversion, dont on sait qu'elle n'est pas forcément très réversible, entre autres parce que les particules, au fur et à mesure des cycles, charges-décharges, ont tendance à s'isoler les unes des autres et à ne plus être en contact. Et ça, c'est un très bon outil, cette absorption spécifique ici, pour maintenir les particules en contact les unes avec les autres. Et vous voyez ici ce qui se passe, la capacité électrochimique du matériau en fonction du nombre de cycles charge-décharge. Ça, c'est la poudre toute seule, les symboles creux. Et ça, c'est la même poudre déposée sur le virus. Donc visiblement, on a amélioré quelque chose simplement en absorbant de manière spécifique les oxydes de cobalt à la surface des virus et faire en sorte que ces particules ne soient pas libres d'évoluer comme elles le veulent et qu'elles restent en contact les unes avec les autres. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut modifier la même protéine 2 fois. Donc là, c'est un exemple aussi qui sort de ce groupe de MIT. On a ici un virus M13 et la surface a été modifiée 2 fois. On a inséré un groupement qui est affin pour cobalt 2+, et un groupement beaucoup plus long qui est une affinité pour l'or. Et donc ce virus va être mis en suspension avec le cobalt 2+, même procédé que précédemment ici, mais ce virus ici va ensuite être mis en contact avec de l'or colloïdal, et à la surface de l'or, on va pouvoir voir une séquence ou un pavage d'oxyde de cobalt, de particules d'or qui servent de conducteurs électroniques. Donc ça se voit sur des photos de microscopie ici. Donc on a ici des réseaux de virus, et ici on a des virus qui sont recouverts d'oxyde de cobalt avec des points extrêmement petits de particules d'or. Ça, c'est ce qu'on avait avec le virus recouvert d'oxyde de cobalt seul, et ça, c'est l'augmentation de la tenue aux capacités après avoir ajouté de l'or nanométrique qui sert de conducteur électrique. Donc il y a 2 fonctions en même temps sur le même virus. Autre exemple, même virus, mais avec un autre ion. On va prendre le même virus ici, et on va recouvrir sa surface de ce même quadruplé E, qui a une affinité également pour l'ion Fer3+ en solution. Et puis à l'extrémité du virus, je vous dis qu'il y avait des protéines qui étaient juste à la surface, à l'extrémité du virus. On a rajouté une fonction ici qui a une affinité pour les nanotubes de carbone. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on fait réagir ce virus avec une solution de fer3 et de phosphate, on précipite des nanoparticules de phosphate de fer hydraté amorphe. Et puis si on met ce virus recouvert de phosphate en contact avec les nanotubes de carbone en suspension, la partie qui est ici va créer des liaisons chimiques, faibles certes, mais suffisantes pour maintenir un réseau. Et puis on va obtenir ici un réseau de virus recouvert de phosphate de fer, et puis ici vous avez des filaments d'un tube de carbone qui sont entrelacés. Et ça permet de faire des choses intéressantes. Vous avez ici la capacité, nombre de cycles pour le virus qui contient que les phosphates de fer, et vous avez ici l'augmentation en bleu, une fois qu'on a rajouté également les nanotubes de carbone à la surface de ces virus. Et en termes de puissance, qui est finalement la faiblesse de ces matériaux ici, c'est une réaction d'insertion ici, mais la faiblesse, c'est la conductivité électronique, donc la puissance. Et ici, on voit la puissance spécifique
et l'énergie spécifique en fonction de la puissance, en général, on voit que ça tombe très vite. Ça tombe même parfois plus vite que ça. Plus on va vite, moins l'énergie est dispensée de façon importante. Et on voit que le fait d'avoir ajouté ce tube de carbone augmente de manière significative la capacité du matériau à relarguer beaucoup d'énergie à des puissances élevées. Alors ça ne sert pas que pour les batteries. Là, par contre, là je connais moins le sujet, mais je pense que ça vaut quand même la peine d'exposer un peu ça. On peut également insérer ce quadruplé E dans la protéine P8 de manière à créer un dipôle électrostatique. Il y a une partie de la protéine qui est chargée négativement, positivement, avec des fonctions ici amines. Et puis si on insère de l'autre côté des groupements qui sont chargés fortement négativement, on va créer en fait un dipôle électrostatique et chaque protéine sera un dipôle électrostatique. Et il se trouve que la manière dont ces protéines sont organisées le long du virus, et donc c'est ce qui est ici, donc il y a un angle entre ces protéines, et radialement ici il y a une hélice qui est formée. Ça implique que le fait d'exercer une pression sur le virus va créer une différence de potentiel. Donc ça a été vu par AFM, entre autres. On peut très bien écraser la surface du virus et récupérer une différence de potentiel. Ou inversement, on injecte un potentiel et en fait on voit un changement évident de diamètre du virus. Alors c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez ici le déplacement en picomètre de la pointe de l'AFM et ici le voltage. Et ici on a inséré un acide aminé E, 2, 3, 4. Donc plus on en met, plus le potentiel augmente avec une différence d'épaisseur constante. Et ça, c'était appliqué pour, vous avez ici un gars qui appuie sur un contacteur qui est constitué de ce genre de système, et ça suffit pour alimenter un affichage cristaux-liquide. Autre application de ce virus M13, donc ça c'est autre chose, c'est la photolyse de l'eau, donc la production d'oxygène à partir d'eau. Alors de façon générale, il faut un accepteur de photons. Ici, c'est une porphyrine au zinc. Et cet accepteur d'électrons en fait, accepte l'énergie du photon, relargue un électron, et il faut associer à ça, il faut associer à cet accepteur d'électrons, de photons et relargueur d'électrons, il faut associer pas trop loin de lui, mais pas trop près non plus, un catalyseur, en l'occurrence l'oxyde d'iridium, que j'ai symbolisé par cette petite particule, qui en fait va stocker des trous et qui va être le lieu d'oxydation de l'eau avec relargage d'oxygène. Alors, il faut que ces deux fonctions soient organisées de manière tout à fait contrôlée sur une surface. Et l'idée de ces gens a été de greffer ces deux fonctions le long d'un virus. Donc, ils ont utilisé une fonction particulière d'une protéine pour greffer ce photorécepteur de manière chimique. Et puis ici, ils ont exprimé à un autre endroit cette fonction d'acide aminé, cette séquence d'acide aminé qui a une affinité particulière pour l'oxyde d'iridium. Et on obtient ce genre de schéma avec ici des virus où sont greffés de manière séquencée ça et ça. Donc le photorécepteur et le catalyseur. Et ça permet ici d'obtenir ce genre de phénomène et ce genre de performance avec ici le nombre de millimoles d'oxygène qui est dégagé au cours d'une illumination identique, mais pour trois schémas différents. Ici, les deux fonctions greffées sur le virus et ici, les cas où une seule fonction est greffée ou aucune. Donc ça, c'est une autre application de ces virus, c'est de l'utilisation de la séquence présente à la surface du virus pour développer certaines fonctions, certaines propriétés. Alors, autre manière d'utiliser les virus à bon escient, le virus de la mosaïque du tabac dont j'ai déjà parlé précédemment, on peut recouvrir sa surface de groupements thiol, qui sont de groupements qui finalement vont permettre au virus de s'attacher très fortement les uns aux autres, de manière en faisceau. Tout à l'heure j'ai montré une photo, ça ressemblait à des faisceaux. Et puis finalement ça va permettre également à ces virus de se déposer de manière préférentielle sur une surface d'or. Donc là on voit une surface d'or ici, et le plateau est ici, enfin la plaque d'or est ici, et on voit des virus qui sont en train de se déposer ici de manière ordonnée à la surface, progressivement. Et l'intérêt de ça, c'est qu'une fois que les virus sont adsorbés à la surface, on peut, alors chimiquement c'est un peu compliqué, il y a beaucoup d'étapes, mais en fait on peut recouvrir chacun de ces virus
par un très très petit, très très fin dépôt de métal tel que nickel ou cobalt. Ce qui veut dire que finalement on va créer un réseau ici totalement conducteur et en fait toute matière électrochimiquement active qui va être déposée sur ces filaments va être forcément en contact avec le collecteur du courant. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas besoin de rajouter de carbone additif pour que l'électrode fonctionne. Alors ça a été fait dans deux cas particuliers, avec le silicium. Donc là, vous voyez une photo avec le virus du mosaïque du tabac qui est au milieu, une couche de nickel, et autour du silicium qui était déposé par des méthodes ALD ici. Donc en fait, chaque virus est recouvert de nickel qui est en contact avec le collecteur de courant et qui est en contact avec le silicium. Donc ça permet des choses étonnantes pour le silicium quand on connaît un peu les difficultés pour fabriquer du silicium qui cycle correctement. Vous avez ici, sans ajout de carbone, l'évolution de la capacité du silicium. C'est une réaction d'alliage, silicium-lithium, avec le nombre de cycles. Donc on voit que les choses baissent, bien évidemment, mais à des régimes de 2000 mA par gramme, c'est tout à fait remarquable d'obtenir ça, sans ajout de carbone conducteur du tout. Et puis quand on va encore plus vite, ça tombe aussi, mais les capacités sont plus faibles, bien sûr, mais ça c'est tout à fait remarquable également, à des vitesses aussi rapides, d'obtenir des réactions d'alliage sans ajout de carbone qui soient aussi irréversible, en tout cas. Et ça, c'est dû au fait que l'architecture de l'électrode ne subit pas de perte de contact entre le matériau et le collecteur de courant. Un autre exemple, de l'autre côté de la batterie, c'est l'oxyde de vanadium, par exemple. Donc là, c'est un peu différent. Les virus n'ont pas été déposés sur une surface plane, mais sur une surface qui possède déjà des plots micrométriques d'or. Donc c'est un peu symbolisé ici. Vous voyez, ça, ce sont des plots avec des petites excroissances. Chaque excroissance, c'est un petit virus. On a déposé dessus une couche de nickel, et puis l'oxyde de vanadium a été déposé par dépôt laser également. Donc ça donne des textures comme ça extrêmement organisées. Et puis ça permet de montrer qu'on augmente comme ça ainsi très très fortement, sans ajout de carbone, la capacité surfacique. Puisqu'il y a beaucoup plus de surface développée dans un système comme ça, avec des virus qui augmentent la surface qu'avec un système plat de ce type-là. Et là, vous voyez les capacités en vert pour la partie déposée virus et la partie en rouge, qui est uniquement la partie virus. Donc on voit bien que le fait de déposer quelque chose de très divisé sur une pré-architecture permet également de multiplier les fonctions et de multiplier les effets. Donc on a un gain aussi d'énergie sans ajout de carbone conducteur électrique, et toujours, une fois, ça c'est parce qu'en fait, on maintient beaucoup plus facilement en fait, avec un système comme ça qu'avec un système poudre, le contact électrique avec le collecteur de courant. Je continue. Alors, un bilan sur les virus, un pré-bilan, enfin un bilan intermédiaire. Vous avez vu que en fait, c'est des très jolis outils pour sélectionner les motifs peptidiques, acides aminés qui ont une propriété spécifique vis-à-vis d'un ion, d'une surface ou d'un solide. La chimie qui est associée est très très belle. Là, j'ai vraiment résumé beaucoup, mais c'est très compliqué en fait de faire ça. Les gens qui font ça, c'est beaucoup d'étapes. Et en fait, ça appelle aussi certains commentaires du fait que c'est bien de faire une mutation, mais c'est avéré qu'elle n'est pas forcément stable. C'est-à-dire qu'un virus qui est muté doit passer dans une bactérie pour être reproduit. Mais au cours de toutes ces multiplications, souvent, une mutation s'avère instable. Donc c'est compliqué. Les processus de fabrication des matériaux sont très très longs et multi-étapes. Production à très grande échelle ou à grande échelle est relativement peu envisageable. Les mécanismes qui lient les fonctions acides aminés avec la fonction observée, donc tel acide aminé donne telle propriété, ça c'est souvent débattu et c'est pas clair en fait, c'est pas encore très bien résolu. Et en fait, il n'y a pas d'activité chimique propre, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de faire de la chimie sur le virus. Donc ça justifie ce qui se fait maintenant un peu plus, qui concerne en fait les bactéries pour système électrochimique ou énergétique en général. Alors les bactéries, ça se situe ici. Tout à l'heure, j'avais présenté quelques exemples de biomatériaux dans ce domaine-là. Les bactéries, elles sont ici. Donc on représente pour l'instant quelques milliers ou dizaines de milliers d'espèces connues, mais on estime qu'il y en a entre 100 000 et 10 millions encore à découvrir. Donc une très grande diversité génétique. Et puis elles ont d'autres propriétés importantes d'un point de vue synthèse, les bactéries, c'est qu'on les trouve partout. Vous voyez ici quelques chiffres, quantité par gramme de sol, par millier d'eau, par gramme de yaourt. Ça, c'est un peu plus domestique comme concentration, mais c'est pour fixer l'idée. Elles se reproduisent extrêmement vite, ces bactéries, donc la culture est très facile.
souvent faciles. On les trouve partout, c'est-à-dire qu'en fait, elles s'adaptent assez facilement à des températures, pression, pH et nature d'atmosphère, oxygénée ou non. Et elles sont unicellulaires, elles doivent tout faire, y compris se reproduire, ce que le virus ne fait pas. Donc elles présentent une grande richesse enzymatique et de capacités chimiques variées. Alors elles ont également des possibilités assez variées de s'associer, des grandes diversités de formes. Vous voyez qu'en fait ici quelques exemples de manières pour des bacilles de s'associer, pour des coccis de s'associer. Elles ont également la possibilité, et ça c'est quelque chose que j'expliquerai très rapidement, mais qui à mon avis peut se développer beaucoup dans l'avenir, ces bactéries sont capables de développer des filaments conducteurs électriques pour des raisons électrochimiques. Et elles ont la capacité de faire des spores, donc de s'encrouter dans une forme de résistance quand les conditions de vie ne sont pas adéquates, ce qui fait une possibilité supplémentaire pour les utiliser. Et justement, ces spores, il y a quelque chose d'intéressant que je peux vous montrer là. Les spores, vous avez une photo ici, donc ça fait une fraction de micron, en fait, un spore. Et dans le spore, je répète, c'est une forme de résistance, c'est-à-dire que dès que le spore retrouve des conditions de vie adaptées, ça reforme une bactérie. Donc là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour que ça revive. Et en fait, il y a une zone ici qu'on appelle le cortex qui est pleine de peptidoglycanes. Et ces peptidoglycanes sont très très sensibles à l'humidité. Et on peut remarquer, par exemple, chez une bactérie telle que Bacillus subtilis, une augmentation d'humidité peut s'accompagner d'une augmentation de volume de 12% du spore. Ça a été étudié par des méthodes AFM. Donc vous voyez ici un filament AFM. Et puis on a exposé ce spore à des humidités croissantes. Donc la taille augmente. Après humidité faible, donc ici low humidité, haute humidité, la taille redescend. Et ça se fait sur des gammes de temps de quelques secondes. Et c'est très réversible. Vous voyez qu'ici on a pu faire 1 million de cycles. Et en fait, une augmentation de volume ou une décroissance de volume, ça dure 2 secondes. Et c'est beau, je ne sais pas si ça va donner quelque chose dans l'avenir, mais c'est juste pour vous montrer ce qui se fait actuellement. Ça a été proposé d'utiliser ça pour fabriquer du courant électrique et utiliser l'évaporation de l'eau. Donc il suffit d'avoir un bac d'eau, ici une plaque, en dessous c'est de l'air humide, au-dessus c'est de l'air sec, puis on fait en sorte qu'il y ait un courant d'air. Et puis si vous déposez les spores sur un support souple ici, et bien, en présence d'humidité, le support va se tordre. En présence d'air sec, il va se redresser, etc. Et vous associez ça à un petit générateur électromagnétique et on appelle ça les cellules hydrovoltaïques. Et ça permet de produire du courant électrique en utilisant l'évaporation de l'eau simplement. Et la réaction à l'humidité d'une spore qui est une forme dormante de bactéries en fait. Alors, les bactéries, je vous disais, sont capables de synthétiser des matériaux. Alors, ce transparent-là est un petit peu complet, on va dire, mais je vais le résumer assez vite. Il y a en gros 2 manières pour une bactérie de fabriquer un matériau. Soit elle l'a décidé génétiquement, c'est le cas qui est à droite, soit elle ne le fait pas volontairement génétiquement, c'est le cas qui est à gauche. C'est-à-dire qu'une bactérie peut excréter des substances qui changent par exemple localement le pH ou la quantité de CO2. Et ça va provoquer une précipitation à l'extérieur de la bactérie ou loin de la bactérie. Donc la bactérie ne gère pas elle-même la précipitation. Elle ne fait que modifier son milieu. Et cette modification de milieu va faire que quelque chose va précipiter à l'extérieur de la bactérie. Il y a, à l'autre extrémité, en fait, il y a ici des bactéries qui sont capables de contrôler où se passe la nucléation et comment. Donc en fait, c'est la bactérie qui apporte soit à son milieu extérieur, soit dans son propre milieu intérieur, les éléments qui constituent le précipité. Donc cette bactérie va pouvoir concentrer à un endroit donné des ions fer pour faire un oxyde de fer, par exemple. Et puis il y a un cas intermédiaire ici qui est en fait une bactérie qui produit d'abord un biofilm ou une matrice à l'extérieur de son organisme, et c'est là que vont précipiter les produits que la bactérie induit. Donc il y a trois grands modes, et en fait on pourrait résumer ça avec ça. Vous avez ici des bactéries qui n'existent plus, là c'est juste l'empreinte des bactéries, parce que les bactéries ont produit quelque chose qui augmentait le pH du milieu extérieur, et ces bactéries se sont encroûtées dans le carbonate de calcium qui a précipité, et elles en sont mortes en fait. Donc elles ne contrôlent pas vraiment ce qu'elles font. Par contre ici vous avez des bactéries qui produisent dans leur milieu, ça c'est que la bactérie est ici, des nanoparticules de magnétite,
Ce sont des bactéries magnétotactiques avec des structures cristallines, des orientations bien spécifiques, et ça, c'est tout à fait contrôlé. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans le domaine de l'énergie? On a par exemple utilisé cette bactérie qui s'appelle Acidovorax, qui est une bactérie gramme-, qui a la particularité donc d'avoir deux membranes et un espace entre les deux membranes, un espace où vont s'exprimer des enzymes bien spécifiques, et en particulier des enzymes qui sont capables de précipiter un oxyde de fer. Donc c'est une précipitation active. Si la bactérie est inhibée ou si son milieu de vie n'est pas suffisamment riche, ces précipitations n'auront pas lieu. Et en fait, si on place ces bactéries dans un milieu de minéralisation qui contient du fer 2, des nitrates, qui est l'accepteur d'électrons au final, et bien en fait, cette bactérie va s'encrouter. Vous avez ici une zone vue par microscopie électronique, qui va s'encrouter ici avec un oxyde de fer qui précipite là, exactement entre les deux parois de la membrane. Donc ça veut dire que ça permet le contrôle de la taille, puisqu'en fait, l'espace est contraint, et donc c'est entre les deux membranes que les particules vont croître, donc avec une taille limitée. Et ici, les particules font à peu près 40 nanomètres en moyenne. Donc on a ici un composite gamma-FeOH bactérie, qu'on peut ensuite décomposer, soit thermiquement, soit chimiquement, pour passer en fait du gamma-FeOH bactérie. Alors thermiquement, son intérêt, c'est qu'on fait disparaître la bactérie, elle brûle, et on obtient des coques creuses de Fe2O3 hématite sous forme de bactéries. Ici, la bactérie n'est plus là, mais on a conservé la forme en coque de la bactérie. Donc on a deux porosités différentes. Il y a une porosité micrométrique au milieu, là, qui vient de la taille de la bactérie. Et puis on a ici une porosité à l'intérieur de la coquille, qui est visualisée ici, et qui vient de l'agencement et de la nano-taille des particules qui ont précipité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec, qu'est-ce qui a été fait avec ces bactéries? Eh bien, ces bactéries bactériomorphes, on les a mélangées à du carbone, et puis il y a une partie qu'on a conservée comme ça, mélangée à du carbone, et l'autre partie, on l'a broyée. Simplement pour faire en sorte que le matériau soit exactement le même, la même composition, mais on a juste broyé pour détruire la texture. L'organisation n'existe plus. Et ça a un impact évident sur l'électrochimie. On voit ici, donc la réaction qui est mise en jeu est ici, c'est une réaction de conversion entre un oxyde et un métal. Cette réaction, quand elle est mise en œuvre avec les bactériomorphes, on voit que la réversibilité est meilleure. Comparé ici, vous voyez que la charge est plus courte ici, puis encore plus courte ici. Là, c'est maintenu de façon plus nette. Et si on trace ça autrement, on voit que ici les capacités et les nombres de cycles, on voit ici une capacité qui est maintenue à peu près aux alentours de 800 mAh par gramme, alors qu'ici, ça chute continuellement. Et je vous rappelle là que la seule différence entre les deux matériaux, c'est qu'il y en a un qui a été broyé et pas l'autre. Et de façon plus étonnante encore, c'est la tenue en puissance. Vous avez ici le même matériau, le matériau broyé au mortier, comme j'ai dit précédemment. Et ici, vous avez l'évolution de la capacité en fonction du régime. Là, ici, c'est 1 lithium en 100 heures, donc c'est 4 jours. Là, c'est 10 lithium en 1 heure, ça fait 1 lithium en 6 minutes. Et vous voyez que la capacité est quand même maintenue beaucoup mieux qu'ici, qui chute brutalement. Ce qui veut dire qu'on a un gain de quelques, 1 ou 2 ordres de grandeur dans la vitesse à laquelle on peut recharger le matériau, uniquement par la texture. Par contre, le côté négatif, c'est que forcément, ça, c'est creux. Donc, il n'y a pas de matière dedans, ce qui fait que la densité d'énergie par volume est faible. Et en fait, on atteint péniblement la densité du graphite, qui est de 900 mAh par centimètre cube. Donc, l'aspect très texturé, aéré du matériau bactériomorphe, qu'on appelle comme ça, fait que les électrons circulent assez facilement dans la coquille. Ils sont pas la peine, les électrons n'ont pas besoin de rentrer dans le cœur du matériau. Et la porosité de cette coquille permet à l'électrolyte de rentrer assez facilement, et donc la conduction électrique et ionique, les deux sont maintenus de façon concomitante. Et je voudrais juste terminer pour montrer cet exemple-là. Je ne connais pas très bien ce domaine-là, mais c'est très intéressant de se rendre compte qu'une bactérie, quand son métabolisme d'oxydation éjecte des électrons et qu'elle n'a pas d'oxygène à disposition, qu'elle n'a pas de nitrate à disposition, ou qu'elle n'a pas le bon oxyde à disposition, cette bactérie est capable de créer des filaments, des excroissances de son cytoplasme pour aller injecter l'électron quelque part. Et en fait, vous avez ça ici sur certaines bactéries, comme chez Wanella ici, ou ici des cyanobactéries, vous avez des tout petits filaments là, qui poussent entre la bactérie et le support.
Et ça, c'est une image du microscope à effet tunnel, et simplement le fait d'avoir eu cette image-là, ça montre que c'est conducteur. Et la conduction a pu être mesurée avec 2 électrodes de platine ici. Donc on voit une électrode, celle-là est ici, l'électrode qui est ici, et là on a un filament qui relie les deux, ici. Et là, le filament a été coupé volontairement, et en fait, on voit ici la courbe URI, enfin potentiel intensité, avant coupure, après coupure, et il est net que ces filaments sont capables de conduire l'électricité de façon efficace. Et de nouveau, certaines bactéries sont capables de créer un filament pour aller réduire des oxydes. Donc il y a peut-être une façon d'utiliser ça à bon escient dans un contexte électrochimique. Donc voilà, pour conclure, donc il y a beaucoup de pistes qui sont activement explorées depuis 10-15 ans. Les progrès sont constants. La complexité des méthodes chimiques et biologiques qui sont mises en œuvre, cette complexité est croissante depuis une dizaine d'années. Par contre, là, je dirais qu'il manque quelque chose encore, parce que pour l'instant, on utilise les virus ou les bactéries pour faire ce qu'on sait déjà faire, en fait, avec d'autres systèmes. L'objectif n'est pas atteint, et en fait, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'association ou les interactions entre acides aminés et une fonction particulière, mais je dirais que ce qui manque le plus, c'est un exemple ou des exemples. Et par exemple, est-ce qu'on pourrait un jour faire en sorte d'associer un milieu de culture à une bactérie et créer un nouveau matériau? Ça c'est pas fait, ça. Pour l'instant, les matériaux qu'une bactérie sait précipiter, on sait les faire autrement, avec un bécher sur une paillasse. Un exemple près, c'est la vatérite, récemment, dont la structure a été résolue par l'étude d'un matériau qui vient d'un être vivant. Mais la vatérite, ce n'est pas un matériau nouveau. Donc on pourrait imaginer un matériau inédit, et pourquoi pas penser à une précipitation directe d'un matériau qui contient un ou des anions, un métal et un alcalin ou un alcalino-terreux. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait non plus. Il y a aussi toute une gamme de bactéries thermophiles, donc qui sont vivantes à très haute température, dans l'eau presque bouillante, ou qui aiment les milieux très très acides. Ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être exploré, à mon avis. Et puis, j'en parlais à l'instant, la connectique bactérienne. Et ce mode de transfert d'électrons commence à être étudié, et ça pourrait être très intéressant pour la suite. Voilà, donc beaucoup d'opportunités. Et puis, je pense que ce qui manque encore un peu, c'est l'originalité, là, et de réussir à faire un nouveau matériau bactérien, ce qu'on ne sait pas faire pour l'instant. Voilà, je vous remercie.